Et avec nous pour aller plus loin, notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Avec nous également Cyril Brett. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris et co-auteur du blog Eurasia Prospective. Cyril Brett, vous êtes un observateur avisé de cette crise. La visite d'Emmanuel Macron hier à Moscou et aujourd'hui à Kiev vous convainc-t-elle ? Ça n'est pas un succès pour la sécurité de l'Ukraine, mais c'est un succès pour les Européens. Enfin, ils font entendre leur voix par l'intermédiaire du président en exercice du Conseil de l'Union européenne, Emmanuel Macron. Ils font valoir leurs préoccupations, la souveraineté de l'Ukraine, mais aussi la sécurité collective sur notre continent. Et c'est un succès également personnel pour le président français qui enchaîne Moscou, Kiev et Berlin pour se poser en acteur de la sécurité et des équilibres européens. Cyril Brett, vous dites l'Europe est de retour dans ce dossier. On serait tenté de vous dire surtout la France et l'Allemagne dans le cadre de ce qu'on appelle le protocole de Minsk. C'est ça aussi l'évolution dans cette crise ? La France et l'Allemagne, le couple franco-allemand, ont, depuis le début de la crise ukrainienne 2014, été les principaux acteurs de la position européenne, notamment sans ce couple franco-allemand, aucune sanction n'aurait été adoptée contre la Russie. En revanche, il serait inexact de croire que la France fait cavalier seul ici. La Pologne, les États baltes, la Finlande, la Suède notamment, ont depuis très longtemps appelé à une désescalade sur les positions très proches de celles que le président français est allé porter à Moscou et à Kiev. Bien entendu, la France joue son rôle d'aiguillon. Le président français n'est pas en position d'être le fédérateur de tous les membres de l'Union européenne aujourd'hui, mais il a fait entendre la voix d'une Europe exigeante à l'égard de la Russie, mais aussi à l'égard de l'Ukraine. Restez avec nous Cyril Brett parce qu'on a encore une question à vous poser. Slimane, je me tourne vers vous. Les accords de Minsk, hier, il en était beaucoup question entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il en est question aussi à Kiev. Qu'est-ce donc ce protocole s'agissant du conflit russo-ukrainien ? En fait, il comporte deux volets. Le premier volet remonte à septembre 2014, lorsque la Russie et l'Ukraine, plus les représentants de Donetsk et de Lugansk, donc les deux territoires sécessionnistes, se sont réunis pour s'entendre sur un cessez-le-feu unilatéral, donc dans l'est de l'Ukraine, plus une amnistie de tous les belligérants, plus, et c'est là le point le plus délicat, une redéfinition de la constitution ukrainienne pour accorder une très large autonomie au Donbass qui regroupe donc Lugansk et Donetsk, où il y a quand même 10% de la population ukrainienne qui se sent russe, et donc un statut d'autonomie devait lui être conféré. Le cessez-le-feu n'a pas tenu, et en février 2015, donc 5 mois après, cette fois-ci c'est l'Allemagne, la France, plus la Russie, l'Ukraine et encore une fois des représentants des sécessionnistes ont établi aussi un protocole pour la paix et l'autonomie. Mais cet accord, il a un vice de forme. C'est que les sécessionnistes du Donbass sont considérés, traités comme des belligérants à part entière. Résultat, aujourd'hui, c'est Lugansk et Donetsk sont autoproclamés comme des républiques indépendante, et la frontière entre la Russie et l'Ukraine n'est plus contrôlée par l'armée ou la douane ou la police ukrainienne, mais par les sécessionnistes. Il nous reste une petite minute, Cyril Brett. On a envie de vous dire, dites-moi si je me trompe, accord de Minsk ou pas, résolution du conflit russo-ukrainien ou pas, Vladimir Poutine l'a dit, pas question que l'OTAN ouvre ses portes à d'autres pays, surtout pas à l'Ukraine, pays voisin. C'est aussi là le nerf de la guerre. Ah oui, c'est le casus belli entre la Russie et les Occidentaux, et ça l'a été bien avant le début de cette crise ukrainienne. C'est ce que veut absolument éviter la Russie, non seulement en Ukraine, mais également en Biélorussie, dans le Caucase et partout ailleurs. Cette crise est destinée avant tout à envoyer un message aux Occidentaux sur les élargissements successifs de l'OTAN. Je pense que l'Ukraine, comme votre éditorialiste l'a bien dit, n'est pas en mesure de rétablir sa souveraineté intégrale pour le moment, et ce ne sera pas le cas tant que la Russie n'aura pas obtenu ce point de la part des Occidentaux. Merci beaucoup Cyril Brett pour cet éclairage. Merci et merci à vous donc Slimane pour votre éditorial.